Voilà, on va dans un instant démarrer notre table ronde sur la tête dans la toile, le corps dans sa bulle, l'humanité se met-elle en danger? Donc vous nous suivez ici, vous nous suivez en distanciel et j'accueille Vincent de Bernardi. Bonjour Vincent, Bonjour Frédéric. directeur de la communication du MEDEF. Et voilà, à chacune des tables rondes, il y a un sondage IFOP qui a été fait auprès de 1001 Français. Voilà, c'est Un échantillon représentatif. voilà, un de la échantillon population représentatif française où des depuis questions 8 leur ont ans. été posées sur tous les sujets dont on va parler ce matin. Absolument. Et à chaque fois, vous viendrez, Vincent, nous parler, nous donner 2 chiffres. Là, notamment, c'est sur tout ce qui concerne voilà, notre sujet, l'humanité se met-elle en danger? Alors, 2, 3 chiffres et puis Alors, on enchaîne. En effet, on a travaillé avec l'IFOP pour réaliser ce sondage. On va vous en égrener plusieurs enseignements tout au long de la journée, mais le premier enseignement que on voulait vous livrer ce matin, c'est que, et c'est pas vraiment une surprise là pour le coup, 3/4 des Français pensent que les technologies numériques ont un impact positif sur leur vie en général, sur leur travail. La crise du Covid a évidemment fait beaucoup bouger les lignes, sur le commerce, et notamment le commerce en ligne qui a explosé pendant cette période. Ils sont un tout petit peu plus mesurés sur la santé. Et là, c'est une surprise, puisque ce sont 2/3 à penser que ça a un impact positif sur la santé. On aurait pu penser que c'était au-delà, mais on voit quand même que Doctolib est un élément important dans ce résultat, que le télédiagnostic, la télémédecine commence aussi à s'installer. Et ça, c'est un chiffre qu'il faudra suivre dans les années qui viennent. En revanche, ils sont beaucoup plus critiques quant à l'impact du numérique sur les relations humaines. Oui. L'écran met de la distance, et là, 1/3 des Français nous disent que c'est un vrai sujet de préoccupation. Eh bien, merci Vincent de Bernardi. Bien voilà, le débat est lancé. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure pour d'autres chiffres. Et on va tout de suite accueillir nos invités. Voilà, on va parler justement de l'impact de ce numérique sur notre vie avec nos invités. Je vous les présente voilà, de gauche à droite. Docteur Marie-Claude Bossière, qui est pédopsychiatre clinicienne. Bonjour. Bonjour. Marie-Claude, et vous êtes cofondatrice du collectif Surexposition Écran, auteur d'un livre qui s'appelle Le bébé au temps du numérique, qui doit sortir ces jours-ci, c'est ça? Qui est sorti la semaine dernière et qui est en vente. Là, voilà. L'humanité à l'aube des disrupteurs relationnels, c'est aux collections Hermann Psychanalyse pour ceux que ça intéresse. À côté de vous, Antoine Salin, bonjour. Bonjour. Antoine, merci d'être avec nous, youtubeur. Alors si vous voulez voir ce que fait Antoine, ça s'appelle notamment Antoine versus Science, mais il fait beaucoup de choses d'autres, il va nous raconter tout ça. À vos côtés, Céline Romain. Bonjour Céline. Bonjour. Vous êtes directrice de l'agence RH Solutions 77, spécialiste de l'accompagnement des entrepreneurs et consultante chez Avanteo. Et Charles Pépin, bonjour. Bonjour. Charles, merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe, romancier, auteur du livre La rencontre, une philosophie. C'est votre dernier livre, c'est ça? Oui. Qui était une trilogie, hein, c'est ça? Il y en a plusieurs. Tout à fait. Ou peut-être il y en aura d'autres. Enfin, il y en aura certainement d'autres après. Mais j'espère. En tout cas, c'était une trilogie aux éditions Alary. Merci en tout cas à tous les 4 d'être avec nous. Donc, on est à la fois en présentiel avec notre public et on a beaucoup de monde aussi à distance. Je vais démarrer avec vous, Antoine. Donc, vous êtes aujourd'hui à Polytechnique Lausanne, c'est ça? Je suis à le PFL. Voilà, à Lausanne. donc en Suisse. Et ce qui va être intéressant avec vous, c'est de nous parler, vous allez nous montrer que le web, et plus particulièrement YouTube, eh bien alors ça va aller à l'encontre un peu du sondage, mais justement, vous allez nous montrer comment vous travaillez. Déjà, nous dire comment vous en êtes venu à faire ces vidéos de vulgarisation scientifique, des très courtes vidéos. On est vraiment dans le modèle YouTube. Votre but, c'est pas de faire du YouTube pour vous faire remarquer, pour un jour faire de la télé ou du cinéma. Pourquoi pas, mais enfin, c'est pas l'objectif. YouTube, ça vous occupe pas mal. Alors, quels sont les nouveaux codes sur lesquels il faut travailler quand on est youtubeur? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les codes sur YouTube qui se sont créés, ils sont vraiment différents de ceux de la télévision. Il y a ces nouvelles grammaires YouTube. Et j'ai dû apprendre à la connaître, mais en fait nous, notre génération, on est né là-dedans, et c'est plutôt maintenant que je me retrouve à devoir parfois travailler avec les télévisions, où je dois m'adapter aux codes de la télé.
au final, la télé prend aussi beaucoup de ce qu'on a apporté. Et en quoi aujourd'hui ça se professionnalise? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit, on entend, il y avait une vidéo très très marrante qui tournait il y a quelques temps où des parents reprochaient à leur enfant de vouloir faire médecin et disent mais non, il faut que tu sois youtubeur, c'est là qu'est l'avenir. C'était assez drôle, ça tournait en boucle, mais voilà. Comment ça, parce que c'est un métier qui se professionnalise. D'ailleurs, peut-être nous dire en 2 mots, vous gagnez votre vie avec YouTube. Comment on se rémunère? Alors, il y a différents aspects. Ça dépend aussi de la taille des communautés. C'est un des gros facteurs. Moi, aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube, j'ai 31 000 abonnés. Et puis, j'ai fait à peu près 1 million de vues sur l'année 2021. Donc, on va monétiser en partie notre audience. Et c'est des marques qui vont vouloir s'associer à nous pour sponsoriser du contenu, pour faire parler d'elles. Mais moi, récemment, je me suis rendu compte que sur mon créneau, la vulgarisation scientifique, on pouvait aller plus loin que ça. Et en fait, le partage de connaissances, la vulgarisation, c'est un vrai levier de valeur pour les entreprises. Parce qu'elles peuvent... parfois, les entreprises ont un produit tellement bon à vendre qu'il suffit de l'expliquer en fait, pour avoir quelque chose d'intéressant à raconter. Donc c'est aussi comme ça qu'on peut gagner de l'argent. Moi, je suis en train d'essayer de me structurer. J'ai commencé à faire des vidéos dans ma chambre quand j'avais peut-être 12 ans, quelque chose comme ça. J'ai commencé ma chaîne de vulgarisation au lycée. Et puis, je faisais ça en parallèle de mes études pendant mon bachelor à Lausanne. Et puis, après une année d'échange, j'ai habité 1 an en Israël. Je suis revenu, j'ai reçu le soutien du Centre national du cinéma français, le CNC, je ne sais pas si vous connaissez, qui soutient les youtubeurs. Ils soutiennent bien sûr la télévision, le cinéma, mais aussi YouTube. Et ils m'ont donné leur soutien pour que je lance une série qui m'a permis de me faire connaître sur YouTube, qui s'appelle XP. L'idée d'XP, c'est de visiter les lieux les plus insolites de la planète pour... aller mettre la science vraiment à l'épreuve du terrain. Donc ça va être par exemple aller expliquer les aurores boréales en Islande ou aller... j'ai fait une vidéo, j'essaye de communiquer avec les cachalots dans l'Atlantique. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais on a réussi. Ou aller grimper des volcans au Guatemala. Et donc ça m'a permis de me faire connaître et de trouver des sponsors pour la saison 2, etc. Mais maintenant, j'ai aussi développé 2 autres activités. C'est que je fais de la production de contenu. Comme je vous ai dit, le partage de connaissances, c'est devenu un moyen pour les entreprises de faire leur promo. Et aussi, je fais du conseil pour les marques pour faire de la vulgarisation auprès de labos et de marques. Et justement, je voulais qu'on démarre avec ça pour qu'on comprenne vraiment un projet très concret. C'est le plus récent que vous avez fait aujourd'hui. Et je trouvais que démarrer par ce cas très précis, ça allait bien nous montrer. Ça va nous emmener de Copenhague, passant par la Suisse, évidemment, là où l'île de Pâques. sur l'île de Pâques. Ouais. Alors parmi mes activités, je fais du conseil en vulgarisation et en communication pour les entreprises scientifiques. Et donc je travaille dans ce cadre avec l'Université de Lausanne et je les aide à gérer leur communication. Notamment, j'ai mis en place une méthode pour apprendre aux chercheurs à faire des petites vidéos de 3 minutes avec leur smartphone pour qu'ils puissent communiquer leurs recherches. L'idée, c'est de dire que les meilleurs acteurs de la vulgarisation, c'est les chercheurs eux-mêmes. Ils n'ont pas forcément le temps de le faire. Alors j'ai mis au point cette petite méthode où en peut-être 2 jours de travail, ils peuvent présenter leurs recherches. Donc j'ai fait ça dans pas mal de labos et j'ai organisé des ateliers. Et puis un jour, j'ai ce laboratoire d'ADN ancien, je vais vous expliquer ce que c'est, qui est venu vers moi en me disant alors on a un sacré projet à te proposer. Je ne savais pas encore dans quelle aventure j'allais embarquer, mais je pense que pour moi c'est un bel exemple de comment le numérique peut connecter. Ils sont venus avec un défi. En fait, il y a un peuple sur l'île de Pâques. Vous connaissez l'île de Pâques, c'est l'île la plus isolée du monde, qui s'appelle le peuple Rapa Nui. Et en fait, il y a des os de l'île de Pâques qui sont entreposés, qui ont été pris là-bas au XVIIe siècle et qui sont entreposés au Musée de l'Homme à Paris. Et à partir de ces os, ce laboratoire de Lausanne, en collaboration avec un laboratoire de Copenhague, a voulu faire des analyses ADN anciennes pour comprendre l'histoire des peuples polynésiens. Donc à partir de ça, ils ont pu retracer l'histoire, ils ont fait des recherches très impressionnantes. Copenhague, en fait, il se trouve que c'est les meilleurs du monde pour faire ces analyses d'ADN anciens. Ils ont retrouvé le plus vieil ADN de mammouth, il y a plus d'1 million d'années, etc. Bref, ils ont fait 3 découvertes. La première, c'est que le peuple Rapa Nui est d'origine polynésienne. Bon, ça, c'était assez clair. La deuxième, c'est qu'ils n'ont jamais été en contact avec des peuples européens de toute leur histoire jusqu'à il y a 200-300 ans. Et la troisième, c'est qu'ils ont été en contact avec des peuples sud-américains il y a 700 ans, et donc ils ont mixé leur génétique. Cette recherche, pour nous, c'est intéressant, mais ça a pas refait ma journée. En revanche, pour le peuple Rapa Nui, c'est important, et c'est eux que ça concerne en premier. Donc on a dû faire une vidéo de 3 minutes pour expliquer au peuple Rapa Nui quelles recherches, quelles découvertes avaient été faites au niveau de leur ADN. Et c'était un vrai défi de vulgarisation et de communication parce qu'en fait, déjà le gap culturel, vous imaginez, entre des chercheurs danois, suisses et mexicains
Et le peuple Papa Nui, c'est tellement petit l'île qu'il n'y a même pas de lycée sur l'île, donc le niveau d'éducation n'est pas le même aussi. Donc il y a tout ça en 3 minutes, c'était incroyable. Au niveau des langues aussi, nous on travaille tous en anglais pour faire une vidéo en espagnol, sous-titrée en Papa Nui, qui va finir dans le musée de l'île de Pâques. Ouais. Et puis aussi des différences de religion. C'est un sujet qui est sensible aussi parce que ces ossements-là, ils auraient dû rester sur l'île. Ils ont vraiment été pillés par un explorateur français. Et pour faire ces analyses, il faut faire des trous dedans, ce qui est quelque chose qui n'est pas OK dans leur croyance Rapa Nui. Donc on s'est retrouvé à faire cette vidéo qui n'est pas tout à fait terminée, mais qui va se retrouver dans un musée à l'île de Pâques. Pour ceux qui auront la chance d'aller jusqu'à là-bas. Ouais. Charles Pépin, quand on entend le témoignage d'Antoine, on voit le côté bienveillant et utile de la technologie. Donc aujourd'hui, on le sait, elle doit faire partie de l'évolution de la société. Alors, c'est intéressant que vous le disiez comme ça. C'est pas qu'elle doit, c'est comme ça, et ça changera pas. Dans l'histoire de l'humanité, l'histoire du progrès technique a toujours apporté de l'ambivalence. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'être technophile, d'aimer la technique, de penser qu'elle va nous libérer de tous les maux, ou d'être technophobe et de vouloir revenir à la nature dans un geste un peu dépassé et rousseauiste. En fait, c'est absurde pour 2 raisons. Toute invention technologique a toujours apporté et du bon et du mauvais, et elle a toujours été de l'ordre d'un destin. C'est-à-dire que c'était ce que disait déjà peut-être le mythe de Prométhée, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire avec. Donc la question, c'est comment on développe de la créativité, de l'inventivité, en sachant qu'on va devenir, c'est déjà un peu le cas, au fond des cyborgs, qu'il n'y aura plus de séparation entre la technologie et l'humanité, et qu'il va falloir inventer sur ça une manière de vivre ensemble. Moi, mon travail, c'est de penser ce que c'est que la rencontre, et précisément, dans le cas de la rencontre, eh bien, on s'aperçoit qu'on peut inventer une façon de se rencontrer qui développe comme ça une mixité entre la rencontre en présence, la rencontre sensuelle, la rencontre physique, et la rencontre à distance. Toute la question, dès lors, devient qu'est-ce que je vis dans la présence qui va pouvoir être prolongé dans la distance. Et là, on s'aperçoit, si on s'intéresse à ça, que ce qui compte, c'est pas du tout la répartition quantitative. Il y a beaucoup de débats là-dessus, télétravail 50-50, 2 jours, 3 jours, 1 jour, 5 jours. Ce qui compte, c'est pas ça, selon moi. C'est la qualité de présence dans la présence. Et s'il y a une qualité de présence dans la présence, par exemple, si on se voit, je sais pas, 15% du temps vraiment, mais que ces 15% sont vraiment de la présence, c'est-à-dire qu'on n'est pas côte à côte devant son ordinateur ou avec un bureau séparé, mais qu'on est vraiment ensemble, on va voir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut du temps pour ça et de l'espace pour ça, pour être vraiment ensemble, pour être vraiment dans du brainstorming, dans ce qu'on appelle l'être ensemble, c'est-à-dire miser sur l'intelligence collective. Alors, même si c'est que 15%, on va pouvoir, après, prolonger cette aventure devant son écran, en étant à distance. Mais le problème, c'est si le temps de présence n'est pas un temps de qualité. Alors, effectivement, il y aura encore plus de déperdition dans la distance. Le résultat de tout ça, c'est qu'il faut inventer de la mixité, et il ne faut pas avoir un esprit ni de condamnation ni d'apologie, mais un esprit de créativité. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que je peux inventer avec cette donnée-là ? Et évidemment, c'est plutôt excitant qu'inquiétant, en fait. Oui, et c'est ce qu'on voit dans l'entreprise, c'est ce qu'on dit de plus en plus, ne cherchez pas, si c'est pour aller dans l'entreprise à répondre à ses mails, autant rester chez soi. Par contre, si c'est pour avoir cet esprit de créativité, on reviendra sur ce point. Vous voulez un exemple concret ? Oui, allez-y. Parce que je me rends compte que c'était un peu théorique. Allez-y. Je vais vous donner un exemple dans ma pratique, parce que je pense que c'est ça qui parle. Moi, je fais des conférences. Enfin, notamment, c'est une partie de mon métier. Donc on pourrait se dire, quel drame, c'est tellement plus sympa de faire une conférence en vrai plutôt que devant son écran, chez soi, tout seul, sur Zoom. Alors, au lieu de se dire ça, moi je me suis dit, qu'est-ce que je peux inventer pendant le confinement sur Zoom qui permette à cette conférence Zoom d'être mieux qu'une conférence en vrai ? Et là, je me suis rendu compte que je pouvais parler et avoir un chat en live, des gens qui interviennent, qui objectent, qui font des remarques, et que je traite en live leurs remarques sans m'arrêter pour prendre une question. Et d'habitude, on fait un temps de conférence et un temps de questions-réponses. Mais là, c'est beaucoup mieux, parce que les gens co-construisent le contenu, puisqu'ils interviennent en direct. Moi, je le vois, et je prends en direct, sans le dire et sans m'arrêter, mais ils le voient, leurs remarques, leurs impressions, leurs émotions, leurs objections. Ce qui fait qu'in fine, on co-construit un contenu, ce qu'on n'aurait pas pu faire en live. Parce que là, je parle, vous n'allez pas m'interrompre. On va attendre le moment. Donc en fait, ça, c'est un exemple. Je pourrais en prendre 10. Et c'est ça, la créativité. Mais pour ça, il ne faut pas être dans l'idéologie. Et il ne faut pas se ranger dans un camp, je suis contre, je suis pour. Il faut avoir une neutralité idéologique et une créativité existentielle.
Alors, Marie-Claude Bossière, je rappelle, vous êtes pédopsychiatre, vous êtes justement, et on va le bébé au temps du numérique, c'est ce qui nous intéresse là. Et par rapport à ce que viennent de dire Antoine et Charles, oui, il faut apprendre à vivre avec ces écrans, mais attention, dans le développement, vous déjà entre 0 et 3 ans, pas d'écran. Enfin voilà, dites-nous un petit peu ce qui. Oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Charles Pépin. En même temps, effectivement, je pense que, moi, j'axe beaucoup un peu ma communication là-dessus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire que, effectivement, il y a des choses qu'on peut imaginer, créer quand on est adulte et quand on a déjà constitué son développement d'humain, ses apprentissages, sa façon d'être en relation avec les autres. Par contre, effectivement, c'est très différent pour les adolescents. C'est très différent pour les enfants entre 4 ans et 11 ans. Et c'est fondamentalement différent pour les enfants entre 0 et 3 ans. Parce qu'entre 0 et 3 ans, il n'y a aucune étude qui montre le moindre effet positif de l'exposition aux écrans chez les tout-petits. Aucun. Que par contre, ce qui est absolument fondamental, c'est la relation à son parent. C'est la relation à sa mère, la relation à son père, la relation à la nourrice. C'est l'environnement, c'est le fait que le parent soit disponible. Effectivement, ce que vous dites, c'est-à-dire qu'un parent qui est présent mais qui est sur son smartphone ou qui emmène l'enfant dans le métro, dans le train, mais qui passe son temps à lui dire tiens, occupe-toi avec un petit dessin animé, c'est-à-dire qu'il n'est plus jamais en relation avec un adulte, ça c'est une catastrophe. Et ça, moi je l'ai vu dans ma pratique. Dans ma pratique, j'ai vu mon métier, qui est un métier, je le dis au passage, absolument génial. La pédopsychiatrie, c'est fantastique, parce qu'effectivement, on est au centre d'une possibilité d'observation, à la fois familiale, à la fois environnementale, à la fois technologique, et je trouve que quand on peut faire des liens entre tout ça, c'est magnifique. Et pour vous, les premières années sont cruciales. Absolument. Tout ça, et ensuite, il faut apprendre à évoluer, parce qu'aujourd'hui, on le voit, alors si on reste dans les moins de 18 ans, ils sont confrontés à des contenus violents, enfin tout ce qui Oui, il y a toute cette dimension. Bon, alors là, on commence à parler beaucoup, justement, de la santé mentale des enfants. On en parle beaucoup, le rapport du défenseur des droits, etc. Bon, ces choses qui viennent de sortir et qui vont continuer de sortir, parce que mes collègues sont absolument catastrophés. C'est-à-dire que pendant le confinement, il y a eu une augmentation le nombre d'adolescents hospitalisés pour tentative de suicide, dépression, troubles anxieux a été multiplié par 2. Tous les lits de pédiatrie étaient remplis par des adolescents qui allaient mal. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement, ils n'ont pas ils n'avaient plus la relation avec leur père, avec leurs copains, qui est quand même fondamentale à cet âge. Et puis ils étaient tous beaucoup trop sur les écrans et confrontés à la question du cyberharcèlement, confrontés à la question de la pornographie. Il faut savoir que la pornographie débarque dans la vie des enfants vers 9-10 ans. Donc c'est extrêmement précoce. Et on ne peut pas penser que les enfants ne sont pas réactifs, ne sont pas traumatisés par ce genre de contenu. Bon, là, je m'éloigne un peu des petits. Oui. Mais les petits, alors moi, ce que j'ai vu dans ma pratique, c'est effectivement, si je peux en parler un tout petit peu, c'est effectivement des enfants qui sont, alors le thème là, c'est la tête dans la toile et le corps dans la bulle. Alors, le problème chez les petits, c'est que la tête et le corps, c'est complètement lié. C'est-à-dire que si le corps est immobile devant un écran, uniquement stimulé sur le plan auditif et visuel, tout le reste, c'est-à-dire l'expérimentation motrice, la relation, la profondeur. Les enfants se structurent par exemple en 2 dimensions. Ils n'ont plus ces dimensions. Ils sont extrêmement maladroits parce qu'ils n'expérimentent plus des jeux basiques comme encastrer des Legos, des trucs comme ça. Et puis ils développent des troubles de la relation au maximum, ça c'est au maximum du tableau clinique. Ils développent des troubles de la relation qui sont extrêmement inquiétants, qui vont alimenter comme ça tous les circuits de la pédopsychiatrie. On sait déjà comment la pédopsychiatrie est en difficulté, alors qu'en fait il y aurait des messages de santé publique disant attention, faites attention, c'est pas bon. Je pense qu'effectivement ça serait une mesure qui coûterait beaucoup moins cher à tout le monde. Voilà. Sinon, au niveau des études, ce qui est clair et documenté, il y a énormément d'études, contrairement à ce que des fois les gens peuvent dire. Il faut faire des études, on ne sait pas, etc. C'est faux. Il y a énormément d'études, on a beaucoup de recul, en particulier à partir des États-Unis, sur la télévision d'abord. Et puis maintenant, alors il y a une grande étude en France qui a démarré en 2011, mais qui est toujours un petit peu à la traîne, comme ça. C'est toujours un peu difficile d'être en phase avec ce qui se passe. Et en fait, ce qui est très clair, c'est les retards de langage, les troubles de langage, les troubles de l'attention. On parle beaucoup des troubles de l'attention chez les ados, etc. Mais bon, ça se constitue tout petit. Et les troubles des apprentissages, les troubles des mathématiques, etc.
Oui, donc beaucoup de choses à faire. On comprend parfois pourquoi, même si on a vu ça comme une mesure très dirigiste, le gouvernement chinois a imposé aux ados un certain nombre d'heures. Vous savez, en Chine, je crois qu'ils ont 1h30 de jeux. Alors, vidéo en ligne, ils peuvent jouer à d'autres jeux vidéo, mais en ligne, c'est interdit de faire plus qu'1h30 quand on a moins de 16 ans. Enfin, ils ont mis ça en place pour y trouver ça un peu restrictif, mais quelque part, c'est peut-être la bonne décision à prendre. Céline Romain, justement, alors ces jeunes, ces bébés, ces ados, un jour, ils deviennent des digital natives, comme on les appelle aujourd'hui. Enfin, ils sont des digital natives, et ils arrivent dans l'entreprise, et là, comment ça se passe ? Oui, alors en plus, moi je vis ça encore plus directement parce que je suis aussi maman de 3 enfants de 19, 14 et 11 ans, donc des vrais digital natives accrochés à leur téléphone. Je pense effectivement que ça va rebattre les cartes du management et ça rebat les cartes du recrutement parce qu'effectivement, c'est des jeunes qui n'ont pas la même façon de voir le travail, cherchent beaucoup de sens, sont moins attachés à la hiérarchie parce qu'en fait, on est sur une logique où l'enfant, il a plus besoin, enfin l'enfant ou même le jeune qui rentre dans l'entreprise, il a moins besoin du sachant au-dessus pour savoir. Il a accès au savoir de manière extrêmement directe. Il peut trouver les informations dont il a besoin et il peut donc remettre en cause quelque chose qu'il considérerait qui n'a pas de sens. Alors moi, je trouve que c'est plutôt bien. Personnellement, je trouve que c'est plutôt riche et que ça permet effectivement des échanges beaucoup plus riches avec les équipes. Mais forcément, ça va demander un peu d'adaptation dans l'entreprise, je pense. Et je pense que les pires sont pas encore sur le marché du travail parce que voilà, quand je vois mon fils de 19 ans, je me dis que je souhaite bon courage à son futur patron parce que ça risque d'être assez drôle. Il y a effectivement, je pense, cette révolution qui va arriver et qui va poser des problèmes effectivement dans l'organisation de l'entreprise et dans le management et la hiérarchie. Et d'ailleurs, la table ronde suivante, on parlera de ça avec des hybridations du contrat de travail, aujourd'hui avec des gens qui sont à la fois dans l'entreprise, à la fois à l'extérieur. Enfin, ça change pas mal de choses. Nous, on le voit sur le portage salarial, effectivement, qui est donc le fait de permettre à des consultants d'être indépendants, on va dire. Ils sont de plus en plus jeunes. Avant, c'était des personnes qui étaient plutôt en deuxième partie de carrière, et aujourd'hui, dès la sortie des études, on n'a pas forcément envie de s'attacher à une forme d'emploi classique. Charles Pépin, comment on fait pour ne pas se sentir déstabilisé, justement ? Alors, vous nous avez donné un exemple très clair, vous, votre propre exemple en menant vos conférences. Je crois qu'on est déstabilisé. C'est sûr. Ça change très vite. D'ailleurs, notre échange, si on veut bien s'arrêter sur ce qui se passe, il est un peu déstabilisant. Parce que, regardez, j'ai commencé à dire qu'il ne fallait pas être trop critique. Et en fait, j'entends très bien ce que vous dites, je suis au courant. Et je partage votre avis, madame, sur le fait qu'il y a quand même un moment où c'est clairement négatif. Notamment, je voudrais revenir un peu là-dessus, sur le fait qu'on est des animaux relationnels. Et les théories de l'attachement ont bien montré que le jeune enfant, au début, il n'est fait que de liens. Il va prendre confiance par les liens, par la relation, par la qualité d'écoute. Et qu'effectivement, il y a 2 problèmes. C'est l'enfant devant son écran qui est coupé du lien et le parent devant son écran qui est coupé du lien. Et ça, c'est très important parce que finalement, si on s'y arrête, on ne mesure pas ce que ça veut dire. On ne nous a pas appris ça. On ne nous a pas dit qu'on était fait, qu'on était sauvé, qu'on était protégé, enveloppé, qu'on était fait des relations. On nous a dit qu'on était d'abord existant et qu'en plus, on nouait des relations. Souvenez-vous, si vous avez une seule phrase de philo que vous connaissez, c'est « je pense, donc je suis ». Il n'y a pas beaucoup de relations dans la phrase. Il n'y a pas beaucoup d'autres. Et donc, madame, vous avez bien raison de préciser, il faut rappeler ça. Et du coup, il faut essayer de penser le rapport au virtuel, à l'écran, dans l'ordre d'une qualité de relation. Mais là où on est déstabilisé, c'est que c'est en même temps un peu plus compliqué. Prenons un exemple. Moi, j'ai été prof de lycée plus de 20 ans. Et en fait, il y a un moment où... qu'est-ce que c'est que l'attention ? On parle d'attention. Mais les psychologues distinguent à juste titre l'attention focalisée et l'attention partagée. Donc l'attention focalisée, c'est ce que les profs d'habitude réclament. Je veux que tu m'écoutes, que tu sois concentré. Sauf que la vraie vie, c'est pas ça. Il y a plein d'élèves, moi j'ai remarqué, je les autorise à textoter, à dessiner, à surfer même, mais ils m'écoutent en même temps. Ils savent le faire, et c'est ça que vous êtes en train de dire. Et nous on ne le comprend pas. Mais ils savent le faire. Et parfois, ça rappelle ce que nous, on a vécu sans téléphone, quand on était dans la rêverie. Parfois, on est dans la rêverie, on regarde par la fenêtre, on n'est pas tout à fait concentré sur ce que dit le prof, mais c'est pour ça qu'on va entendre quelque chose d'intéressant dans son propos, et que finalement, on va le mémoriser. Donc, tout ça est extrêmement compliqué,
Et ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin aussi de le penser. Qu'est-ce que l'attention? Qu'est-ce que la relation? Moi, donc c'est mon métier, c'est ce que j'ai fait dans ce livre, la rencontre. Mais je trouve qu'il ne faut pas essayer de ne pas être déstabilisé. Il faut accepter de l'être et se dire, en fait, il y a des choses qui changent très vite. Et puis aussi reconnaître ses limites et aussi écouter les jeunes. Moi, j'ai aussi 3 enfants. Et parfois, ils m'ont dit, mais en fait, je t'explique. Moi, je disais un jour à mon fils, mais je ne comprends pas, tu regardes le match, moi, je le regarde avec toi. En même temps, tu commandes sur un site, en même temps, tu fais un pari en ligne, en même temps, tu es sur Snap avec tes amis, mais tu vas le rater, le but. Tu vas pas le voir. Et en fait, j'avais tort. Parce que la vérité, c'est qu'il voyait le but en même temps qu'il le commentait, et moi, je ne savais pas le faire. Donc, on est déstabilisé. Et je pense qu'il faut aussi accepter de l'être dans un premier temps. Après, le rôle, c'est d'essayer de penser ce qui se passe et d'essayer de le vivre et de se méfier de l'idéologie, comme je le disais tout à l'heure. Antoine, en tant que praticien de tout ça, même si on le devient tous un peu aujourd'hui, on est des digital migrants ça, quelque part, mais voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que l'on vient d'entendre? C'est vrai que pour moi, c'est forcément dur d'entendre ce que vous dites, Marie-Claude, parce que vu que je suis la première génération qui est née vraiment avec le numérique, où dès mes 10 ans, j'avais un téléphone, etc. Je peux pas entendre ce que vous dites, vu que je suis tellement dedans que c'est pas possible, quoi. Des 3 ans? Non, pas des 3 ans. J'étais pas si jeune. C'est ça sur lesquels moi j'insiste beaucoup, c'est-à-dire de ne pas tout mélanger. C'est-à-dire autant effectivement, je suis tout à fait d'accord que la technologie c'est fantastique, qu'on a accès à beaucoup de choses. YouTube, moi je participe, j'ai fait aussi des vidéos sur une chaîne YouTube, très bien. Mais avant 3 ans, c'est pas la même chose. Et vous n'avez pas baigné dedans avec le téléphone dans la voiture en permanence, puisqu'en fait ça ne fait qu'une dizaine d'années. Ouais, c'est vrai. Et alors Antoine, quelle limite on se met, enfin comment on sort de sa bulle justement, tout en restant dans cet univers numérique? C'est dur comme question. Moi, mon exemple perso, c'est que j'ai jamais autant voyagé cette année que pour le numérique. Vraiment, pendant 1 an, j'ai beaucoup voyagé grâce au numérique. Donc, c'est vrai que pour moi, le numérique m'a connecté plus que jamais. Et je pense peut-être à mes parents qui, quand j'étais au collège, me voyaient peut-être passer beaucoup de temps sur Internet et qui auraient pu penser que le numérique m'isolait. Mais en fait... sur Internet, je passais énormément de temps à apprendre beaucoup de choses et aussi à communiquer sur des forums, etc. Ils contrôlaient derrière, ils regardaient un peu ce que vous faisiez ou ils étaient... Non, je pense pas. Mais au final, peut-être que de l'extérieur, j'avais l'air isolé, mais en fait, je me connectais avec une communauté des gens qui, au final, aujourd'hui que j'ai 22 ans, c'est les gens avec qui je travaille, en fait. Et qui est la communauté. En fait, j'ai commencé mon éducation à mon métier sur Internet quand j'avais 12 ans, quoi. Et j'étais connecté plus que jamais sur mon ordinateur. Alors Céline, comment doivent faire les entreprises pour intégrer ces générations et puis pour les faire vivre avec tout le monde, que tout le monde adopte aussi ces nouveaux codes. C'est ça. Alors je pense qu'effectivement déjà la première chose c'est vraiment de se remettre en cause. C'est-à-dire de se poser les bonnes questions. Comme disait Monsieur Pépin, en fait ça se fait, c'est en train de se faire, c'est fait, c'est là. On ne peut pas se mettre la tête dans le sable et se dire que ça n'existe pas. Donc effectivement il y a une nouvelle approche du management qu'il faut avoir, une nouvelle approche du recrutement. Parce que moi j'accompagne, je fais des entraînements à l'entretien d'embauche avec des jeunes de mission locale, etc. Des fois, je vois comment certains autres de mes pairs les accompagnent ou les reçoivent. J'écoute et je lui dis, mais tu sais que tu serais vraiment en train de le recruter, jamais il vient. C'est pas possible. Tu lui as pas du tout vendu ce que lui, il a envie d'entendre. Et donc, même si c'est une super pépite dont tu as besoin, jamais il va signer. Moi, aujourd'hui, j'ai effectivement des consultants qui m'approchent en me disant, alors moi, voilà, j'ai tel métier, telle compétence, j'ai envie de faire ça. Par contre, il est hors de question que je travaille pour telle entreprise parce que c'est pas dans mon scope. Donc en fait ça il faut effectivement aujourd'hui l'écouter, il va falloir s'adapter, il va falloir se mettre à la place, il va peut-être falloir aussi rajeunir un peu certaines instances, féminiser peut-être, je sais pas, mais en tout cas effectivement je pense que ça va être dans l'adaptation et dans la reconnaissance du fait que ça se passe. C'est un petit peu comme l'environnement, on peut toujours dire que le dérèglement climatique ça n'existe pas, sauf que ça existe, donc à un moment arrêtons de nier les faits et adaptons-nous et proposons, redonnons du sens au travail. Je pense notamment aux entreprises à mission, etc., qui vont aller chercher une mission, définir une mission sur leur activité. Ça donne du sens, ça donne envie de s'investir. Et je pense que c'est par là que ça passera, parce qu'effectivement, le travail aujourd'hui ne se résume pas à seulement gagner de l'argent. Et pour ces générations-là, gagner de l'argent, ça peut aussi se faire sur YouTube, ça peut aussi se faire en étant indépendant, ça peut aussi se faire différemment. Donc il faut leur donner envie de s'investir auprès de nous. Et ça passe par le sens, à mon sens. Antoine ? Je pense que pour être le concerné, pour être la personne
qui me retrouve face à des recruteurs comme vous. Je pense que aussi avec Internet, nous tout ce qu'on a appris c'est sur Internet, l'importance de la reconnaissance institutionnelle, elle se perd un peu. Moi par exemple j'ai un super diplôme de physique, ok super, mais en attendant je pense que c'est plus intéressant de m'employer pour mes connaissances que j'ai apprises sur Internet en vulgarisation scientifique plutôt qu'en tant que physicien, quoi. J'ai juste une question. Que j'aimerais savoir ce que vous en pensez. En fait, bon, il y a j'ai dit qu'il fallait s'adapter, être déstabilisé, mais il y a quand même des invariants de la sagesse universelle qui pourraient nous aider. Notamment il y a un temps pour tout de la Bible. Souvenez-vous, il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour travailler, un temps pour se reposer. Est-ce qu'on pourrait essayer de dire il y a un temps pour être ultra connecté, un temps pour déconnecter? C'est quelque chose que j'ai beaucoup tenté avec mes élèves de lycée. Je leur disais, mais je comprends pas, vous prenez des verres, vous êtes ensemble, vous prenez des bières, vous êtes contents, mais en fait, vous êtes tous sur votre téléphone en même temps. Et est-ce que parfois, vous n'avez pas cette petite oppression comme ça dans la poitrine qui fait que, par rapport à la qualité de présence, vous êtes un peu sollicité par l'ailleurs? Alors au début, ils me disent, mais non, pas du tout, on est en train de se faire des captures d'écran, des snaps, et en fait, on est ensemble, et en même temps, on communique avec l'extérieur. Très bien. Mais je dis, mais si vous êtes honnête, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous éloigne un peu de cette qualité de présence du fait d'être connecté? Et qu'est-ce qui se passe si, dans un bon moment entre amis, vous vous mettez volontairement en mode avion pour être plus dans le moment? Et ils m'ont quand même dit, ouais, c'est vrai, c'est agréable. Du coup, ma question à vous qui êtes jeunes, est-ce que vous les avez, ces temps de déconnexion en conscience? Est-ce que ça vous arrive quand vous écoutez de la musique, ou vous vous promenez dans la nature, que vous voyez un beau paysage, ou que vous êtes avec, je sais pas, votre amoureux, amoureuse, et que vous êtes bien, de vous dire, ok, en fait, je me mets en mode avion, ou je mets mon téléphone dans une autre pièce pour sentir que je ne suis pas appelé tout le temps? Est-ce que ça vous arrive? Franchement, c'est rare. Voilà. Ouais, c'est rare. Mais Non, mais évidemment, des fois, on le fait volontairement, et je pense que c'est aussi ça. Après, il ne faut pas sous-estimer aussi que notre génération, on est né là-dedans, et donc on a peut-être aussi un peu plus appris à ne pas être maîtriser oppressé, à maîtriser notre téléphone, quoi. Mais est-ce que c'est sûr? Mais non, bien sûr que non. Voilà. Et même vous, qui êtes le bon exemple, parce que c'est de la culture, c'est de la vulgarisation, donc vous êtes l'exemple parfait. Mais est-ce que même vous, si on est honnête, vous ne pourriez pas avoir des instants de plaisir, de contemplation, d'échange intensifiés par le fait d'être capable de dire, voilà, là, je suis en train de dîner. Ben non, en fait, j'ai pas de téléphone. C'est une question ouverte. Hein. Oui, tout à fait, c'est sûr. Après, on essaye de faire des efforts, mais c'est un effort. Il faut le faire. Mais moi, je parle du plaisir. Hein. Et si on est dans la logique d'effort, ça marchera pas. Ouais, c'est ça. Moi, quand je dis à mes élèves que c'est pour le plaisir, en fait. C'est pas une contrainte. On ne se fait pas violence. C'est juste pour kiffer davantage avec ses amis. Et bien, ça marche, en fait. Moi, les moments où je vais être les plus déconnecté, c'est pour travailler, en fait. Oui, bien sûr. Alors moi, je pourrais intervenir un petit peu. Oui. Allez-y. Parce qu'effectivement, enfin, ce dont vous parlez là, donc moi, je n'utilise pas les mêmes termes, mais je parle d'intermittence. Et en fait, les gens avec qui je travaille là au niveau de l'Institut de recherche et d'innovation vont faire d'ailleurs un colloque là, fin novembre sur le thème de l'intermittence. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en fait pour pouvoir vivre? C'est-à-dire d'abord, on est éveillé, ensuite on dort. Hein, et on sait effectivement que le numérique attaque le sommeil et que d'ailleurs, c'était la cible des GAFA, hein, de vouloir piquer le sommeil des citoyens, des gens. C'est l'alternance entre on mange ou ne mange pas. Hein, c'est l'alternance entre je bouge, je ne bouge pas. Et en fait, cette alternance, cette intermittence-là, finalement, elle peut être un peu... Enfin, je pense qu'il faut être un peu vigilant au fait qu'elle est mise en danger par le fait de ce numérique qui est toujours présent, dont on ne se déconnecte jamais, qui finalement fatigue beaucoup. Hein. Moi, je crois beaucoup à avec cette hyperstimulation comme ça dopaminergique. En fait, ça fatigue. Et en fait, tous les gens qui se déconnectent complètement pendant 1 heure ou 2, en fait, se trouvent beaucoup mieux. Hein. Donc je pense qu'il faut aussi soi-même être un petit peu vigilant à l'effet que ça nous fait et peut-être aussi à se donner quelques règles, ce qui est le principe de la technologie. La voiture, au début, les voitures, elles roulaient, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis quand il a commencé à y avoir des accidents, on a inventé la conduite à droite. Hein. Voilà, donc ces quelques règles-là, ça me semble... Enfin, je pense qu'il faut y être vigilant. Il s'agit pas de... Moi, je ne suis pas du tout technophobe, mais par contre, je pense qu'effectivement, il faut être un petit peu attentif à soi-même. Mais surtout que le paradoxe, c'est que quand on n'y réfléchit pas, on ne voit pas que certains métiers ou certaines pratiques offrent ces temps, donc on n'a même pas besoin de le faire exprès. D'autres non. Je m'explique. Vous êtes psy, et moi je suis prof. De fait, il y a des moments où on est déconnecté, puisque vous n'allez pas répondre au téléphone pendant que vous avez un patient. Donc en fait, certains métiers offrent de la déconnexion. Du coup, c'est bon, on a ces moments de repos psychique, parce qu'on est... mais d'autres métiers, non. Et ça, il faut le dire aux jeunes, il faut le dire même aux quarantenaires. Moi, parfois, j'interviens dans des boîtes, je ne dirais pas de nom, mais ça m'est arrivé hier.
ils sont tous ultra connectés de toi. Même en réunion, ils sont ultra connectés. Donc en fait, leur métier et leur vie privée ne leur offrent pas ce temps de déconnexion. Et là, on va avoir la fatigue que vous évoquez juste titre. Et là, il faut tout simplement le dire en disant, voilà, il y a une injustice de répartition. Et donc toi, si ton métier ne t'offre pas ces temps-là, tu dois te les offrir. Mais il y a c'est pour le plaisir, en fait. Il y a une chose intéressante que disait Antoine, il disait, finalement, je suis déconnecté, entre guillemets, quand je travaille. Oui, mais on le vit tous aujourd'hui. On est concentré sur la préparation de cette conférence. Justement, non. Et à côté, on va voir non. son mobile. Justement, non. Oui, parce il y qu'on a va recevoir des certaines SMS, personnes, du Twitter. il y a certaines personnes dont le travail exige la connexion. C'est ça le problème. Dont le mien. Antoine. Ouais, c'est vrai que moi, mon travail, c'est les réseaux sociaux. Et donc, je dois passer un temps fou sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que des fois, c'est dur de faire la différence entre je vais sur Insta pour aller poster mon post de vulgaire, etc. Donc, je vais poster le truc. Mais après, je vois aussi le post d'un pote. Je vais aller regarder. Et donc, tout se mélange dans le travail, le perso. Le numérique, c'est un peu aussi une inclusion du perso. Et les temps de déconnexion, c'est vrai que ça sert. Moi, je me rappelle, il y a 3 ans, j'avais cassé mon téléphone. J'étais en période d'examen. Et je me suis dit, OK, je vais racheter un téléphone, mais un mois après la période d'examen. Et c'est vrai que c'était assez incroyable. Comme vous avez réussi. Moi, j'aurais pas réussi. J'ai eu un ordinateur quand même. Mais justement, Céline, dans l'entreprise, on doit repenser tout ça, parce qu'on doit autoriser ce qu'on n'autorisait pas avant. Enfin, pour les plus anciens, on va dire, on empêchait les gens de téléphoner, on empêchait les gens d'aller sur Internet même. Moi, j'ai vécu l'époque où on avait un seul écran Internet, et voilà, c'était très contrôlé par nos patrons. Mais justement, alors aujourd'hui, il faut complètement s'adapter à tout ça. Ouais, moi je pense qu'il faut s'adapter et qu'effectivement, aujourd'hui, le numérique fait que le perso et le pro sont parfois mélangés. Ça peut être à mauvais escient comme à bon escient, parce qu'effectivement, on peut être content de pouvoir envoyer un mail à son enfant ou gérer un truc en étant au boulot, alors qu'avant on pouvait pas forcément le faire. Mais effectivement, il faut aussi savoir le week-end des fois déconnecter. Alors là, pour le coup, moi, je vais bientôt avoir 40 ans, mais je suis tout le temps connectée. Je vais beau ne pas être une digital native, j'ai tout le temps mon téléphone à côté de moi. Et le week-end, il faut que je me force aujourd'hui à ne pas répondre aux mails, à ne pas Donc je me rends compte aussi que l'adaptation, elle est nécessaire dans 2 sens, c'est-à-dire dans le sens de c'est pas si grave. À un moment, est-ce que vraiment le fait de mélanger le pro et le perso avec les outils, etc., c'est grave? Bon, je pense pas en fait, mais par contre effectivement il faut savoir se déconnecter de temps en temps, il faut savoir renouer avec les siens, il faut savoir lever le nez de son téléphone pour s'occuper de ses enfants, et je pense que ça demande une autre vision, une autre approche du travail. Ce qui me fait peur du coup, c'est effectivement le choc des générations, parce que c'est cette nouvelle approche du travail. Je pense que aujourd'hui un jeune qui rentre sur le marché du travail, il n'a pas du tout la même vision. Avant, on se disait qu'on cherchait un boulot sympa, qu'on allait y rester toute notre vie. Moi j'étais peut-être un peu en avance déjà, mais je ne sais pas combien j'ai eu d'employeurs, mais j'arrête de compter. Maintenant c'est réglé puisque c'est moi-même, mais effectivement je pense que tout se chamboule, et il faut savoir faire le tri entre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon pour soi. Et je pense qu'à un moment, se poser la question pour soi, c'est bien aussi. Oui, vous avez dit déconnecter de temps en temps. J'irai plus loin. Il faut que ce soit ritualisé. C'est pas si je compte sur mon intuition et sur mon feeling pour le faire. Ok, parfois ça marchera parce que en raison du principe de plaisir que j'ai évoqué, pour être bien avec mes amis ou bien quand je déjeune avec ma famille. Je peux avoir l'idée de déconnecter, mais ça va être rare, on le voit, on est pris. Donc je pense qu'il faut le ritualiser. Et un rite, ça structure une existence, c'est ça qui est important. Un rite, c'est une respiration régulière. Donc par exemple, on peut dire, le rite, c'est que beaucoup de personnes, j'invente, à chacun de trouver son rite. Ça peut être de s'interdire au réveil, d'allumer tout de suite son téléphone et de voir toutes les notifications, et de dire, il y a un truc que j'aime au réveil, c'est prendre mon café en écoutant de la musique, je sais pas, ou alors marcher dans la rue 10 minutes. Ça, c'est un rite. Dans ce cas-là, pas de téléphone. Ou alors, le rite, c'est quand je suis à table en famille, ça arrive peut-être que 2 fois par semaine, pas de téléphone. Ou alors, le rite, c'est évidemment quand je fais du sport, on va pas m'appeler pendant que je joue au tennis. Mais ce que je veux dire, c'est que la ritualisation, ça veut pas dire de temps en temps. Ça veut dire que je reprends le pouvoir, que je structure mon existence, et surtout que c'est ma décision. Et c'est les conseils que vous donnez en entreprise aussi, ça peut se Alors moi, je ne donne pas de conseils là-dessus, c'est pas mon métier. Moi, j'interviens. Par contre, c'est le conseil que je donne à mes élèves et que j'essaye de donner à mes proches, et que je me donne surtout à moi-même, figurez-vous. Parce que moi, je suis comme tout le monde. Parfois, je me réveille. C'était le cas ce matin, d'ailleurs, je le confesse. Et au lieu de mettre Bowie et de me faire un café italien, je me suis retrouvé à répondre direct à des WhatsApp. Ça ne va pas. Et en fait, la qualité de vie, on a le pouvoir, c'est ça qu'il faut dire.
Et le problème de la technologie, c'est quand c'est elle qui a le pouvoir. Quand c'est elle qui... De toute façon, la technologie, il faut quand même le dire, elle détermine les valeurs de la société. Elle produit de la valeur. C'est comme ça. En revanche, on a un pouvoir de décision par rapport à son existence individuelle. Et ça, le simple fait de s'en souvenir, ça change l'existence. Et je pense que le rapport au numérique est différent. C'est-à-dire que, c'est ce que disait Antoine tout à l'heure, nous, on a le sentiment et le besoin de devoir effectivement reprendre la main sur le numérique, ou en tout cas reprendre la main sur sa vie et pouvoir dire stop. Je pense que l'approche est différente pour, en tout cas, moi, je le vois pour mes enfants. Ils n'ont pas l'impression de ne pas vivre, ou de ne pas profiter, ou de ne pas... Voilà. Alors, l'autre jour, ma fille de 11 ans m'a fait plaisir parce qu'elle est partie à une sortie scolaire. J'emmène pas mon téléphone. S'il y en a qui veulent prendre des photos, moi, je veux profiter, machin. Bon, très bien. Mais le soir, elle était sur WhatsApp avec toutes ses copines pour se partager les photos. Et ça fait partie du plaisir de la vie de ces digital natives. Donc, c'est pas une contrainte pour eux, je pense. Mais il me semble que par rapport à ça, il y a la question... Je prends la parole parce qu'il y a beaucoup de bavards ici. Oui, en fait, c'est la question du savoir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on sait sur ces technologies? Et je pense que... Enfin, moi, je travaille aussi dans un groupe de recherche, justement, pour... apprivoiser, c'est-à-dire pour se donner une façon de faire avec le smartphone, justement en PMI, c'est-à-dire ça concerne des enfants petits, de moins de 6 ans, c'est-à-dire c'est de développer le savoir, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le fonctionnement psychologique, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'alternance veille-sommeil, qu'est-ce que c'est que l'intoxication, la détoxication, qu'est-ce que c'est que l'addiction, parce qu'on sait bien, l'addiction, on ne peut pas s'en priver, l'addiction, le bébé il est addict à sa mère, la mère elle est addicte au bébé, parfait, sauf que qu'est-ce que c'est que cette addiction qui est installée dans les logiciels, installée dans les applications? Et ça, il faut le savoir. Et les ados, ils sont très intéressés à savoir qu'effectivement, YouTube, mais aussi les autres applications, en fait, sont construites comme ça. C'est-à-dire pour que l'attention soit captive. Alors, c'est une forme d'attention. L'attention, c'est très compliqué. Parce qu'on dit, par exemple, les bébés, les tout petits, ils sont attentifs. Moi, je ne crois pas qu'ils sont attentifs. Ils sont vigilants, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent rien. Donc, en fait, il y a des images, des sons, etc. En fait, ils essayent de comprendre, ils sont vigilants, mais c'est pas de l'attention. Voilà, donc je pense que cette façon de... Mais ça veut dire qu'on peut se construire avec ces écrans. Interposé. Moi, je vais dire que non. Parce que pour moi, la construction de l'humain, c'est avant 3 ans. Donc, en fait, on ne peut pas se construire en tant qu'humain avant 3 ans avec des écrans. Ça, c'est pas possible. Et moi, j'ai vu les dégâts. J'ai vu les dégâts et il y en a beaucoup et de plus en plus. Et tous les professionnels de la petite enfance, ils sont consternés, ils sont affolés. Les enseignants de maternelle, de petite section de maternelle, ils sont affolés, en particulier après la fin du confinement. On est tous d'accord. Mais le problème, c'est qu'effectivement, après, les gens disent « Ah oui, mais moi, ah oui, mais j'ai vécu avec, ah oui, mais moi, finalement, j'étais devant la télé, je me porte pas plus mal. » Oui, mais c'était pas quand ils avaient moins de 3 ans. Et d'ailleurs, pour ceux d'après, c'est très, très, très juste ce que vous dites, très intéressant, sur le savoir. Parce que l'ado, il aime bien qu'on se foute pas de ta gueule. Et donc, si on lui dit, tu sais, WhatsApp, Absolument. Ils ont fait exprès de mettre ces notifications pour créer ton addiction, pour te dévorer ton attention, ça les touche. Et ça rejoint la notion de pouvoir que j'évoquais. Et on va pas dire là, maintenant, soit pas sur WhatsApp ou soit pas sur Insta. Par contre, si tu y es, je veux que ce soit ta décision. Et si c'est ta décision d'y être, ça pourrait être ta décision parfois de ne pas y être. Et évidemment, si tu es dans une expo et que tu as envie de prendre des photos, c'est aussi génial de partager sur Insta une photo. Voilà. On est conscient de tout ça, Antoine, justement? Ouais, moi je pense que notre génération, en fait, on est assez conscient de tout ce que vous dites. Ouais. Et je pense qu'on le sait presque mieux que vous, que les réseaux sont faits pour construire une addiction. Et du coup, pour moi, la clé du truc, en fait, c'est... Le cheval de bataille, c'est quel contenu on consomme sur ces réseaux, sur Internet, etc. Et penser qu'on est maître du contenu qu'on consomme, c'est une illusion. On sait que c'est pas nous qui choisissons ce qu'on regarde sur les réseaux, c'est les algorithmes qui sont faits d'une certaine manière. Donc je pense qu'en fait, la clé du truc, c'est le savoir. Déjà ça qu'on contrôle pas. Et ensuite, ou c'est vous qui comprenez un peu, vous documentez aussi vous-même pour comprendre qu'il y a cette addiction? Parce que c'est ça quand au-delà de 3 ans, mais leur faire comprendre qu'on les entraîne un peu vers cette addiction. Comment vous avez toute cette addiction? Évidemment, vous là aujourd'hui, vous avez la maturité de lire des articles, de voir tout ce qu'on dit, comment les GAFA fonctionnent. Mais est-ce que plus jeune, vous l'avez eu assez vite, à 14-15 ans, vous avez dit attention, je pense qu'on a fait tous l'expérience. Je pense qu'on s'en rend compte. On en parle entre nous aussi. Et on voit bien que c'est construit comme ça. Un des super exemples pour ça, c'est le récent exemple de TikTok, où en fait, si vous n'êtes pas tous familiers à TikTok,
on choisit rien de ce qu'on regarde sur TikTok. Oui. La seule possibilité qu'on a, c'est passer au TikTok suivant en fait. Donc il y a pas de, c'est pas comme Internet, on va aller chercher quelque chose. C'est complètement passif la démarche qu'on a face à TikTok. Et c'est un problème qu'on retrouve. Je pense que moi, c'est ce que je voulais vous dire. La clé du truc, c'est d'arriver avec une démarche active sur le numérique, d'arriver en sachant ce qu'on cherche, pourquoi, en sachant quels sont les pièges des bulles, du complotisme, etc. Machin. Et aussi le piège de la privacy et je pense, moi je fais partie de la génération qui est née entre 98 et 2003 peut-être, où on est arrivé sur le numérique sans l'éducation à la vie privée. Et du coup, je sais que pour ma génération, on ne pourra jamais disparaître d'Internet, parce que quand on avait 10 ans, 12 ans, 14 ans, sur Facebook, mais on mettait tout. Les jeunes aujourd'hui, ils sont conscients de ça, même à 10 ans, et ils vont mettre leur compte Insta en privé, etc. Mais nous, notre génération, on ne pourra plus jamais disparaître d'Internet, je pense. Mais attention, il y a un truc très important que vous avez dit, mais très problématique. Vous avez dit, nous, on le sait. Et vous croyez que, parce que vous le savez, vous êtes protégé. En fait, c'est parfois le contraire. Il y a une phrase de Lacan qui est un peu compliquée, qui dit très, très bien ça, qui dit « les non-dupes errent ». Ça veut dire quoi ? Je m'explique. On va prendre un exemple que tout le monde comprend. C'est que si vous savez que la télé-réalité, c'est de la merde, et vous dites « c'est pas grave, je le sais ». Mais du coup, je le regarde, je me moque, je suis dans l'ironie. Mais je sais que c'est de la merde. Sauf que du coup, parce que je crois que je le sais, je m'autorise à le regarder et je suis contaminé par ce que je regarde. Et c'est-à-dire que parfois, le fait de se dire « je sais que je suis manipulé, je sais qu'on crée mon addiction », c'est ce qui autorise à se laisser faire. Alors que parfois, si on ne le savait pas et qu'on se mettait à le découvrir, on aurait un mouvement de réaction. Et il ne suffit pas de le savoir, en fait, pour s'en méfier. Et ça peut être un piège de se dire qu'on le sait. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est un peu compliqué. Ouais, mais après, je me demande s'il n'y a pas une clé sur la confiance. Pardon, excusez-moi, Marie-Claude. Si s'il n'y a pas la clé, c'est pas un peu la confiance. C'est-à-dire que ce que dit Antoine, je le constate. Ma fille de 14 ans, ma fille de 11 ans n'ont pas de Facebook ou ne veulent pas de photos à elles sur Facebook. Même moi, je peux pas poster, même en privé, elles le veulent pas et elles en ont totalement conscience. Donc, je pense qu'effectivement, nous, en tout cas, dans l'entreprise avec les nouvelles générations, il y a cette notion de confiance. On doit s'assurer que la personne sait, connaît les risques. On doit, les parents aussi doivent éduquer à ces risques, mais après, on doit peut-être se faire un petit peu confiance et accepter de se faire bousculer, en fait. Un dernier petit tour, là il nous reste un peu moins de 2 minutes. Au final, il faut être optimiste. Je pense qu'il y a quelque chose qui émerge comme ça, d'une forme de conscience. Vous en avez parlé tout à l'heure dans l'introduction, de conscience d'une forme de danger, enfin, ou tout au moins qu'il faudrait se protéger. Donc, la question, c'est de prendre soin. Comment est-ce qu'on prend soin de soi, de ses enfants, de son environnement, de sa vie privée, et aussi comment on prend soin de la planète. Mais quelque chose comme ça où il y a une forme de conscience. Donc, peut-être on peut être un peu optimiste, mais moi, je ne suis pas très optimiste pour les tout petits quand même. Antoine ? Ouais, moi je suis assez optimiste oui, parce que voilà, on s'est construit là-dessus. Je pense c'est des nouveaux codes, une nouvelle construction de la société qui va émerger là-dessus. Et ça peut aussi être intéressant pour d'autres raisons. Peut-être qu'on va perdre certaines choses, peut-être qu'on va en gagner d'autres. Céline ? Oui, moi je suis très optimiste sur ce sujet, pas forcément sur tous, mais sur ce sujet-là, je suis particulièrement optimiste parce que on s'est toujours adapté, l'humain sait s'adapter et l'entreprise sait s'adapter. L'entreprise, elle est vivante et donc elle trouvera toujours le moyen de s'adapter. Comme vous le disiez tout à l'heure, l'humain est un animal social et sociable et donc voilà, l'entreprise c'est ce lieu de sociabilité et on saura s'adapter, il n'y a pas de problème. Et Charles, à vous le mot de la fin. Ni pessimiste, ni optimiste, mais méfiant, vigilant et on essaye lucide. Voilà, je suis d'accord avec vous, Marie-Claude. L'essentiel, c'est de prendre soin de nos liens, de ce qui est entre nous, et du coup d'avoir un rapport aux écrans et à cette bulle où il y a toujours cette idée, est-ce que ça tisse et retisse du lien ou est-ce que ça tranche, est-ce que ça coupe du lien ? Déjà, voilà, vigilance à nous, autour de nous, avec nos élèves, nos enfants, nos amis, de bien rappeler que ce qui fait notre valeur, c'est pas tellement ce qui est en nous, c'est pas parce qu'on va se cultiver tout seul en trouvant un contenu, ce qui fait notre valeur, c'est ce qui est entre nous, c'est-à-dire la qualité de nos liens.
La rencontre, une philosophie, c'est votre livre aux éditions Alary Charles Pépin. Merci Marie-Claude Bossière, donc Le bébé au temps du numérique, votre ouvrage, vous êtes pédopsychiatre, merci d'avoir été avec nous. Céline Romain, donc directrice de l'agence RH Solutions 77, vous conseillez les entreprises dans le domaine. Et Antoine Salin, envoyez tous vos enfants, même vous, parce que c'est pas fait que pour... Non, c'est pas que pour les enfants. Les enfants font partie des 31 000 abonnés. Je me suis repris tout de suite. C'est Antoine versus Science, et puis j'imagine encore d'autres projets. Merci à tous les quatre, on peut vous applaudir et vous remercier encore. Je vous invite à regagner la salle, et dans un instant, on va avoir une nouvelle table ronde. On va parler de travail augmenté ou travail enchaîné, à quoi ressemblera le travail de demain. C'est tout de suite dans un instant.